pour cet atelier numéro 1 sur la gestion des baux d'habitation. Du coup, vous l'avez compris, le but de mon intervention va être vraiment de tracer une ligne chronologique du début jusqu'à la fin et de pouvoir effectivement vous donner les pistes les plus importantes et les réflexions qui m'apparaissent en tous les cas les plus essentielles dans le cadre des baux d'habitation que nous rencontrons en qualité de propriétaires bailleurs. Si vous avez des questions à la fin de mon intervention, j'y répondrai naturellement. D'abord, sur les baux d'habitation et sur la conclusion du contrat. On va commencer par le début. Vous avez des candidatures pour un bien dont vous êtes propriétaire. La première des questions chronologiquement à se poser, c'est bien évidemment, avant même l'établissement du contrat, votre futur potentiel locataire. Le mot qui revient en permanence, solvabilité. Donc la première des choses, c'est d'étudier la solvabilité de vos candidats. Bien évidemment, on a eu une évolution législative puisque aujourd'hui, vous le savez, la loi de 89 est claire. Vous avez une liste de pièces et d'informations que vous pouvez demander et vous ne pouvez pas sortir de cette liste. La liste est prévue à l'article 22-2 de la loi et il y a un décret qui est paru en 2015, donc c'est maintenant assez ancien, sur les éléments que vous pouvez demander. Globalement, les éléments les plus importants, carte nationale d'identité, évidemment, recto verso ou passeport. Pourquoi ? Parce qu'il vous faut l'état civil complet de votre futur locataire, date et lieu de naissance, c'est très important, notamment en cas de contentieux, puisque pour faire exécuter une décision de justice, un huissier de justice, enfin un commissaire de justice, a obligatoirement besoin de la date et du lieu de naissance. Donc, pièce d'identité recto verso passeport, quittance du dernier logement, les 3 dernières à minima. Vous pouvez aussi demander une attestation du dernier bailleur pour être sûr que votre candidat est à jour du règlement de ses derniers loyers et charges. Le contrat de travail, les 3 dernières fiches de paye, bulletin d'imposition, bien évidemment. J'ai noté aussi une chose, on l'oublie tout le temps, mais la loi le permet, alors pourquoi pas. À un candidat, vous avez aussi la possibilité de demander des titres de propriété si il ou elle est propriétaire d'un bien immobilier. Pourquoi pas ? Ça peut avoir une utilité si, là encore, mais des formations professionnelles, si là encore, on a un contentieux à l'avenir. Donc ça peut être intéressant d'avoir effectivement un titre de propriété. Si vous demandez des éléments, en plus, qui ne sont pas autorisés par la loi, est-ce que vous risquez quelque chose ? Réponse, oui. Vous risquez là encore des amendes. Maximum pour une personne physique, 3 000 €. Maximum pour une personne morale, 15 000 €. Alors, concrètement, en qualité d'avocat, je n'ai jamais eu connaissance d'une sanction ni d'amende. Mais le mécanisme existe, donc effectivement, je vous le donne. Au stade de la sélection d'un candidat, interdiction de toute pratique discriminatoire, officiellement. Alors, la loi de 89 ne prévoit pas de sanction, ce qui est quand même assez étonnant, parce que le législateur est assez enclin généralement à sanctionner. Mais sur les pratiques discriminatoires, il n'y a pas de sanction, mais on imagine très bien, s'il y avait un contentieux sur la question, des dommages et intérêts accordés par un juge. Mais donc, interdiction de principe des pratiques discriminatoires, que ce soit la religion, que ce soit, enfin, vous imaginez ce que le législateur peut avoir à l'esprit. Donc ça, c'est la première des choses. Solvabilité du locataire, dossier de solvabilité, c'est important. On en vient du coup à la capacité financière d'un candidat potentiel. On pose toujours la question, quel doit être le ratio entre le revenu potentiel d'un candidat et le loyer. Grosso modo, on est toujours au même niveau, c'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que le loyer doit être 1/3 du revenu mensuel d'un candidat. Donc généralement, le calcul que nous faisons est assez simple. Vous prenez le revenu annuel net d'un candidat sur une année, avec notamment les avis d'imposition. Vous le divisez par 12, ça vous donne un revenu net mensuel. Vous le divisez par 33%, par 1/3, et ça vous donne normalement le niveau de loyer que le locataire a la possibilité de pouvoir prendre en considération. Exemple type de mémoire, vous avez un revenu annuel net qui est de 30 000 €, ça vous fait à peu près 2 500 € net par mois.
vous appliquez 33%, ça fait à peu près 825 € de loyer. Voilà, calcul tout simple. Mais effectivement, on est toujours sur ce calcul-là pour savoir si la charge de loyer peut être prise par le candidat ou non. Une fois que vous avez votre candidat, une fois que vous avez votre dossier de solvabilité, le contrat. Point important, la loi exige un bail écrit, et vous le savez depuis maintenant plusieurs années, on a un bail type. La première des réflexions à avoir, mais ça n'arrive pas très souvent, peut-être que vous ne l'avez jamais rencontré, mais en tous les cas, d'un point de vue contentieux, ça existe, le bail verbal est bien évidemment autorisé. C'est-à-dire qu'il peut exister une location où on n'a pas de contrat écrit. Il n'empêche que si on a un locataire qui règle un loyer, qui est dans un logement avec des clés, et que le propriétaire, pendant des années, a encaissé les loyers, eh bien un juge va considérer qu'il y a un bail d'habitation, même si il n'y a pas de trace écrite de ce contrat. Donc le bail verbal est possible, et sachez également que quand vous êtes dans une situation de bail verbal, la Cour de cassation est claire, n'importe quelle des deux parties, bailleur ou locataire, a la possibilité à n'importe quel moment de demander à l'autre de signer un contrat écrit pour régulariser la situation. Mais en tous les cas, le bail verbal est possible. Le bail écrit fait l'objet d'un contrat type, qui a fait là encore l'objet d'un décret en 2015. Dans le cadre de l'UNPI, à l'époque, on s'était battu pour que justement nous ayons une trame à vous proposer qui ne soit pas la trame type, mais qui soit une trame bien évidemment beaucoup plus travaillée et beaucoup plus protectrice de vos intérêts. Je pense notamment, il y a de multiples exemples, mais je pense notamment aux clauses résolutoires, je pense notamment au cautionnement, où on est allé beaucoup plus loin pour s'assurer que vous soyez, entre guillemets, couverts pour toutes les hypothèses potentiellement contentieuses dans le cadre de votre contrat de location. Un point important, ça peut arriver. Il faut que vous vous assuriez, bien évidemment, de toute mention manuscrite ou de toute signature de votre locataire, de l'authenticité de l'écriture du locataire et de l'authenticité d'une signature. Ça paraît un peu bête, mais on a des dossiers contentieux où, lorsque l'on active le contrat, eh bien, on peut avoir un locataire qui dénie sa signature. Donc sachez, c'est surtout pour les engagements de caution, mais ça peut arriver pour le contrat de location principal. Sachez, si vous n'avez pas la possibilité de voir votre locataire et de signer en sa présence, que vous avez la possibilité de faire attester une signature par les services de la mairie, par exemple. Vous avez aussi la possibilité de faire attester une signature par un commissaire de justice. Alors si ça ne vous embête pas, je vais continuer à utiliser le terme huissier de justice parce que commissaire, on ne s'y fait pas encore, c'est trop récent. Et parfois quand je dis commissaire de justice, on fait des gros yeux. Donc je vais utiliser encore ce soir le mot huissier, ça va être beaucoup plus simple. Donc vous pouvez faire attester par un huissier la signature ou les mentions manuscrites. Dans le cadre de votre contrat, des clauses sont bien évidemment obligatoires, et ça paraît assez logique, identité des parties, date de prise d'effet, consistance et destination, est-ce que c'est de l'habitation stricte ou est-ce que c'est mixte, parce qu'il peut y avoir aussi une activité sur les lieux, et notamment, et ça c'est important, la liste de tous les équipements. Il faut que vous précisiez impérativement tous les équipements que vous laissez à la disposition de votre locataire. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous mentionnez un élément d'équipement dans le contrat, le locataire doit l'entretenir par l'effet de la loi et par l'effet du contrat. Si vous oubliez de le mentionner, on se pose la question et on va forcément avoir un débat. Donc la liste des équipements est impérative. Bon, je passe tout ce qui concerne le loyer, les charges, on en parlera tout à l'heure. La surface habitable, on la mentionne, sans erreur. Vous savez que s'il y a un delta de plus d'un vingtième, de plus de 5%, il y a une diminution proportionnelle du montant du loyer qui est ouverte au locataire. Donc, là, il faut faire attention sur la surface habitable pour être certain que vous n'ayez pas d'erreur. Dans le cadre de votre contrat, il y a des clauses qui sont toujours potentiellement réputées non écrites. La loi vous donne une liste de clauses qui sont radicalement interdites. Alors je ne vais pas vous la lire en intégralité parce que ça sera trop fastidieux, mais j'en ai relevé quand même quelques-unes. Je vous donne quelques exemples. Un droit de visite les dimanches ou jours fériés, c'est considéré comme une clause réputée non écrite. La souscription d'une assurance auprès d'un assureur que vous imposez, c'est réputé non écrit.
Le fait de passer par des entreprises que vous imposez, c'est réputé non écrit. Le locataire a la possibilité, a le droit de choisir ses prestataires dans le cadre de la location. Lorsque vous avez par exemple une colocation, une clause qui viendrait à dire que tous les colocataires sont solidairement responsables des dégradations locatives par exemple, réputé non écrit. Ah, ouais, ah merde, comme vous le dites, oui. Mais ça fait partie de la liste. Donc il faut quand même faire attention. Des clauses au terme de laquelle on estime le coût de reprise des dégradations locatives, réputé non écrit. Et tout ce qui concerne les éventuelles clauses pénales ou perceptions d'amende, alors autant dire qu'on n'en voit jamais, mais en tous les cas la loi le dispose, c'est effectivement réputé non écrit aussi, par exemple. Donc gardez à l'esprit qu'il y a quand même des clauses qui sont interdites et qu'il faut faire attention dans la manière avec laquelle vous rédigez vos contrats. Alors, si vous avez une trame, notamment la trame UNPI, vous n'avez peu de risques, voire pas de risques du tout. Mais je vous donne cette information-là parce que bien souvent dans les contrats, même dans les trames, il y a toujours des clauses observation particulières. Et là, manuscritement, vous allez rajouter des choses. Donc faites attention à ce que vous rajoutez ne soit pas visé effectivement par les interdictions de la loi. On a notre contrat, on a notre candidat futur locataire, il ou elle signe, c'est très bien. Au contrat, il faut annexer certains éléments. Alors, plus le temps passe et plus on en a à annexer. Qu'est-ce qu'on doit annexer à notre contrat de location? Premièrement, un état des lieux, évidemment. État des lieux d'entrée. Il faut savoir que l'état des lieux d'entrée, vous pouvez toujours le signer contradictoirement en présence de votre locataire entre vous. Vous avez toujours la possibilité de le faire par huissier de justice. Cette possibilité vous est toujours ouverte. Le procès-verbal de constat de l'huissier de justice vaudra état des lieux d'entrée. C'est un officier ministériel, donc sauf inscription de faux, il n'y a plus de débat. S'il n'y a pas d'état des lieux d'entrée, vous avez toujours la prescription de la présomption de l'article 1731 du Code civil. À savoir que, si vous n'avez pas d'état des lieux d'entrée, le locataire est présumé être entré en bon état de réparation locative. Donc avec cette présomption, vous avez la possibilité de faire un comparatif à la sortie et de chiffrer des dégradations locatives. Un point, parce qu'on va en parler à mon avis dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans peut-être, cette présomption était aussi valable pour les baux commerciaux. Alors comme j'ai utilisé l'imparfait, elle ne l'est plus aujourd'hui valable. Cette présomption n'existe plus pour les baux commerciaux. Aujourd'hui, pour les baux commerciaux, on a l'obligation impérative de faire un état des lieux d'entrée. Donc la question qui se pose est quand le législateur va finir par nous supprimer cette présomption aussi pour les baux d'habitation. Pour le moment, ce n'est pas le sujet, mais à mon avis, dans quelques années, on en reparlera et peut-être que je serai amené à vous dire que pour les baux d'habitation, cette présomption n'existe plus non plus. Au-delà de l'état des lieux d'entrée, petite précision d'ailleurs, entre parenthèses, la nomenclature, la forme que vous utilisez pour un état des lieux d'entrée doit aujourd'hui être la même que celle que vous allez utiliser pour l'état des lieux de sortie. Sinon, ça peut vous être reproché si jamais vous passez devant un juge et que vous demandez la réparation des dégradations locatives. Donc évitez par exemple d'avoir sur un feuillet manuscrit 2-3 paragraphes très succincts et après un état des lieux de sortie extrêmement détaillé dans un tableau avec une nomenclature, enfin la nomenclature qu'on connaît bien. Il faut avoir la même forme. Au-delà de l'état des lieux d'entrée, point important pour les logements dans un immeuble collectif, l'extrait, enfin non, pas l'extrait justement, l'intégralité du règlement de copropriété. Pourquoi? Parce que votre locataire doit veiller à respecter les termes de votre contrat de location, mais il ou elle doit aussi veiller à respecter les termes du règlement de copropriété, puisqu'il peut y avoir des obligations dans le règlement de copropriété qui ne figurent pas dans votre contrat de location. Et pour éviter, dans un contentieux, je dis souvent le mot, mais c'est vrai qu'on en vient à cela quand on réfléchit, pour éviter un contentieux et qu'un locataire vous dise j'ai respecté mon contrat mais je n'avais pas à respecter le règlement de copropriété parce que vous ne me l'aviez pas initialement donné, n'oubliez pas d'annexer ce règlement de copropriété quand vous êtes dans un immeuble collectif. Eh oui, et on n'en est pourtant qu'à la 2e annexe. J'en ai d'autres. 3e annexe importante, mais là vous me voyez venir, le dossier de diagnostic technique. Tous les diagnostics.
Et alors évidemment, on en a beaucoup. DPE, exposition au plomb, risques naturels et technologiques, amiante, installation intérieure électricité et gaz, pour le moment. Donc je ne vais pas tous les passer en revue en détail, vous les connaissez très bien. Je peux m'arrêter déjà juste sur le DPE, puisqu'on en a beaucoup parlé dernièrement et on va encore en parler. Le diagnostic de performance énergétique, validité 10 ans, hein, ça vous le savez. Ça a défrayé la chronique et ça continue à défrayer la chronique depuis la loi climat et résilience d'août 2021. Pourquoi? Parce qu'avec les DPE, vous le savez, on a, à compter d'août 2022, un gel potentiel des loyers pour les DPE qui sont à F ou G. Je réponds tout de suite à une question qu'on nous a posée, et bien évidemment c'est normal de se la poser. Ce gel des loyers ne concerne que les nouveaux contrats à compter d'août 2022, donc ça ne concerne pas les contrats qui sont encore en vigueur, hein. Ça concerne les contrats nouveaux, les contrats qui vont tacitement se reconduire ou qui vont se renouveler postérieurement à août 2022, mais pas les anciens. Premier point. Deuxième point, ça ne concerne pas des contrats qui ont des anciens DPE, parce que vous savez, les DPE du coup ont été repris en intégralité, et donc on a une nouvelle trame de DPE depuis le mois d'août 2022. Donc le gel ne concernera que les nouveaux DPE et pas les anciens. Donc si vous avez un ancien DPE qui est à F ou G, vous n'êtes pas concerné par le gel des loyers. Et le gel des loyers, qu'est-ce que c'est? C'est l'impossibilité de pouvoir indexer à nouveau votre loyer qui restera donc au niveau qui est en vigueur avant qu'on se pose la question de savoir si vous avez un gel ou pas. Oui? Vous avez un article là-dessus, parce que moi j'ai cherché sur Internet, et tout ce qu'on trouve sur Internet là-dessus, c'est que ça concerne tous les, sur les sites officiels, ça concerne tous les contrats, à partir de août 2022, tous les contrats de bail. Alors, je répondrai à votre question, mais ce sera la seule et unique, parce qu'après, si vous en avez d'autres, on verra ça à la fin, mais je vous confirme ce que je viens de vous expliquer, ça ne concerne pas du tout tous les contrats. Ça ne concerne que les contrats nouvellement signés, tacitement reconduits ou renouvelés à compter d'août 2022, et que pour uniquement les nouveaux contrats, entre guillemets, qui auront un nouveau DPE. Si vous avez, alors pardonnez-moi, mais c'est vrai que dans les médias, si c'est votre cas, on entend de tout et n'importe quoi, et là, il faut vraiment être clair, ça ne concerne que les nouveaux contrats et que les nouveaux DPE, absolument pas les anciens. Donc, avec la loi climat et résilience, le DPE devient quand même plus important puisqu'on a cette question de gel potentiel, mais c'est bien évidemment pas la seule. Et là, vous allez aussi comprendre, madame, la raison pour laquelle j'indique qu'on entend tout et n'importe quoi. Parce qu'avec la loi climat et résilience, vous avez aussi certainement entendu qu'à partir de 2025, 2028 ou 2034, on n'allait plus pouvoir louer les logements à partir du moment où vous avez une mauvaise annotation. C'est totalement faux. C'est pas le fait d'avoir une interdiction de louer, vous aurez toujours la possibilité de louer. En réalité, juridiquement, la seule chose qui change avec la loi climat et résilience, c'est la notion de décence. C'est-à-dire qu'à partir de 2025, 2028 ou 2034, en fonction de votre note, votre logement sera potentiellement considéré comme indécent. L'indécence n'emporte pas une interdiction de louer, vous avez tout à fait la possibilité de louer un logement indécent. La seule conséquence, c'est que si votre logement est considéré comme indécent, votre locataire a la possibilité de vous demander la réalisation de travaux. Pendant la durée de ces travaux, il ou elle a la possibilité de demander à un juge, pas forcément la suspension du paiement des loyers, mais en tous les cas, une compensation liée à un préjudice de jouissance. C'est ça la réalité. Mais ce n'est pas une interdiction en tant que telle de louer. Mais sachez tout de même, avec le calendrier que je viens de vous donner, 25, 28, 34, F, E, D, que dans les années qui viennent, bien évidemment, on va être là encore amené à en reparler, et le DPE va être va devenir une des annexes les plus importantes de votre contrat de location. Petite parenthèse, dans le cadre des débats parlementaires, il y avait un amendement qui avait été favorablement accueilli par les professionnels dont je fais partie, un amendement au terme duquel il avait été proposé qu'il soit inscrit dans la loi que dans l'hypothèse où un propriétaire bailleur ait la nécessité de réaliser des travaux d'économie d'énergie, le bailleur en question puisse avoir la possibilité de résilier le contrat de location. Cet amendement a été rejeté. Voilà.
Donc, quand il y a quelque chose qui peut être favorable, entre guillemets, aux propriétaires bailleurs, bien évidemment, parlementairement parlant, entre guillemets, c'est rejeté. Voilà, donc vous irez voir vos parlementaires et vous leur poserez la question de savoir pourquoi ça a été rejeté. Mais en tous les cas, ça aurait été aussi une solution d'équilibre avec les contraintes que je viens d'indiquer. Bref, je n'irai pas plus loin. En tous les cas, le DPE, qui est effectivement une annexe importante. Pour tout ce qui concerne le plomb, les risques naturels et technologiques, bon là je ne rentrerai pas dans les détails, il n'y a pas de nouveautés particulières qui défraient la chronique et vous connaissez bien. L'installation d'électricité et de gaz, idem, bon, c'est depuis 2017 que l'obligation a été mise sur la table, donc on est rompu à l'exercice maintenant. La notice d'information, dernière annexe, on a une notice d'information pour expliquer au locataire ce qu'il n'a pas compris dans les conditions particulières ou générales du contrat de location qui normalement sont déjà très claires. Donc cette notice d'information est totalement à mon sens inutile, mais pour autant elle existe encore. Donc il faut l'annexer. Il n'y a pas de sanction si on ne le fait pas, mais il faut le faire. Dernier point sur la signature du contrat, il était évoqué, enfin on avait évoqué avec la loi Elan, la possibilité d'un bail numérique. Vous vous souvenez, on l'a évoqué en réunion thématique. On n'a toujours pas de décret d'application, d'ordonnance sur ce bail numérique. Donc pour le moment, c'est en pause. Mais l'idée d'un bail numérique va dans le sens de mon propos liminaire ce soir. Vous me voyez venir, bail numérique, déclaration à l'administration fiscale. C'est pas très compliqué pour l'administration fiscale dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, de rajouter un onglet dans votre tableau de bord de gestion de vos logements en mettant « Télécharger le bail ». Cliquez. Voilà. Donc, on le sait, ça va être effectivement la prochaine des démarches. Maintenant, on en parle peu, mais la numérisation du contrat va finir par revenir et donc on en reparlera à ce moment-là. On a signé notre contrat, on a un locataire, la relation contractuelle commence. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible, mais pardonnez-moi, c'est vrai que je suis bavard. Commençons d'abord sur les conditions temporelles du contrat, la durée. Bon, là, pas de nouveauté particulière avec les dernières réformes. La durée du bail d'habitation, c'est l'article 10 de la loi, on le sait, 3 ans pour les personnes physiques, 6 ans pour les personnes morales. Question qu'on nous pose souvent, si on change en cours de route, qu'est-ce qui se passe ? Si par exemple le contrat de location est signé par une personne physique, mais que finalement le logement est attribué à une personne morale en cours de location, qu'est-ce qui se passe? Réponse, rien. Si vous avez signé un bail de 3 ans initialement, ça reste un bail de 3 ans, même si c'est une SCI qui le reprend. Si vous avez une durée inférieure, bon, ça arrive assez rarement, mais pourquoi pas, on peut l'imaginer, si vous donnez à une durée inférieure, qu'est-ce qui se passe? Réponse, votre contrat n'est pas nul, il ne peut pas être annulé en tant que tel. En revanche, un juge saisi de la question réputera la clause non écrite et fixera la durée à la durée légale de 3 ans pour une personne physique et 6 ans pour une personne morale. Rien ne vous empêche de signer un contrat avec des durées plus longues. C'est tout à fait possible. Vous pouvez faire plus que 3 ans, vous pouvez faire plus que 6 ans, si vous le souhaitez. Ça, c'est pour la durée initiale. Vous connaissez ensuite le mécanisme, tacite reconduction, ou, ça on l'oublie tout le temps, renouvellement. Le renouvellement, on a tendance à considérer que c'est toujours pour les baux commerciaux et pas forcément pour les baux d'habitation. C'est totalement faux. Il y a un mécanisme de renouvellement qui existe pour les baux d'habitation et que personne n'utilise. Mais c'est un mécanisme qui existe, donc on va en parler. La reconduction d'abord, parce que ça c'est simple. Reconduction tacite, vous connaissez le mécanisme. On part de 3 ans en 3 ans, 3 ans, ou 6 ans, 6 ans, 6 ans. Vous avez la possibilité, là encore, de prévoir une durée de reconduction supérieure si vous le souhaitez. Ce n'est pas interdit, bien évidemment pas inférieur, mais supérieur c'est possible. Et rien à dire de particulier sur la reconduction, puisque en réalité c'est le même contrat qui est reconduit, ce sont les mêmes obligations, les mêmes droits, on continue comme si de rien n'était, jusqu'à ce que l'une des deux parties donne congé, et ça le congé on le verra dans un atelier postérieur. Non, ce qui est vraiment important, c'est de rappeler qu'il existe ce mécanisme de renouvellement, en plus de la reconduction. Alors,
bon, c'est un mécanisme qui a le mérite d'exister, qui est perfectible, mais qui pour le moment n'a pas été amélioré par le législateur, mais c'est le mécanisme suivant. En tant que propriétaire bailleur, à l'échéance du contrat, vous avez la possibilité de demander à votre locataire un renouvellement, c'est-à-dire que vous poursuivez avec le même locataire, mais on va modifier certaines des clauses du contrat. Contrairement à la tacite reconduction, où ce sont les mêmes, effectivement, qui continuent. Donc, il faut faire une demande de renouvellement, et dans cette demande de renouvellement, vous avez la possibilité de demander une modification du loyer, vous avez la possibilité de demander une modification des conditions du contrat, peu importe laquelle. Vous allez me dire, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Bon, la seule limite, évidemment, là encore vous me voyez venir, c'est que votre locataire doit être d'accord. Si votre locataire n'est pas d'accord, vous ne pourrez pas avoir un renouvellement avec de nouvelles conditions, que ce soit le loyer ou d'autres. Mais là, ça a le mérite quand même d'exister, parce que si vous avez, et ça existe là encore, un locataire de bonne foi qui vous a vu effectuer des travaux, un locataire avec lequel vous vous entendez bien, ça peut arriver, vous avez aussi la possibilité de dire, bah, écoutez, là, l'échéance des 3 ans arrive, j'ai fait beaucoup de travaux, j'ai fait beaucoup d'investissements, ça serait peut-être bien de renouveler le contrat, mais est-ce que vous accepteriez quand même une modification du montant du loyer? La réponse peut être très certainement non, mais la réponse peut être aussi oui. Donc profitez de cette possibilité, parce que si la réponse est oui, tant mieux. Et vous renouvelez cette fois-ci le contrat. Pendant la durée de vie de votre contrat se pose aussi la question de l'éventuelle cession et des éventuelles sous-locations. Donc ça, c'est un point important qu'il faut aborder. La cession comme la sous-location, le régime est exactement le même. Par principe, c'est interdit pour le locataire, sauf si vous êtes d'accord. Donc il faut une autorisation expresse et préalable du propriétaire avant toute cession et avant toute sous-location. Si pour la sous-location, vous autorisez cette sous-location, il faut quand même savoir que le sous-loyer ne doit pas être d'un montant supérieur au loyer principal. Bon, ça tombe un peu sous le bon sens, mais je le rappelle parce qu'on a beaucoup de dossiers où en réalité on se rend compte que le sous-loyer est supérieur au loyer principal. Et là vous vous dites, mais il n'y a aucune raison pour que le locataire puisse tirer profit de cette situation par rapport au propriétaire bailleur. Donc là, vous avez qualité et intérêt, au besoin pour dire devant un juge que eh bien, le sous-loyer doit être fixé au montant du loyer, ou alors que le delta en plus perçu par le locataire doit vous être restitué. Donc c'est un point quand même qu'il faut indiquer. Maintenant, dans le cadre d'une sous-location, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que dans l'hypothèse où la location principale viendrait à être rompue, ça entraîne ipso facto la rupture de la sous-location. Le sous-locataire n'a pas plus de droits que le locataire principal. Si le locataire principal manque à ses obligations, le contrat peut être rompu, la sous-location disparaît. En revanche, la question se pose si c'est le sous-locataire qui manque à ses obligations. Là, vous pouvez aussi agir à l'égard du locataire principal. Pourquoi? Puisque le locataire principal est responsable de plein droit du comportement, des agissements, des manquements de son sous-locataire. Donc vous avez la possibilité d'agir. S'agissant ensuite, ça c'est un autre point, alors je suis synthétique, hein, si encore une fois vous avez des questions, on verra ça tout à l'heure, mais c'est effectivement pour essayer d'avancer le plus possible dans la trame chronologique. Vient après la question de la cession et de la sous-location, quelque chose qui peut poser difficulté, qui pose souvent difficulté, c'est le potentiel transfert du contrat de location lorsqu'il y a un abandon de logement ou lorsqu'il y a un décès. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ces situations-là, mais ce sont des situations qui font couler beaucoup d'encre, et donc il faut qu'on en parle ce soir. D'emblée, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'en cas d'abandon de logement ou en cas de décès, il ne faut pas partir sur le principe que le contrat de location s'arrête. Un contrat de location n'est pas rompu par l'abandon d'un logement ou par un décès. Parce que la loi de 89 a un article qui est l'article 14, et dans cet article, vous avez une liste de personnes susceptibles de bénéficier du transfert du contrat de location. Alors, la liste en question, vous la connaissez, on en a déjà parlé, elle est assez simple. Vous allez avoir le conjoint, bien évidemment. Alors,
surtout pacsés, mariés. Vous allez avoir les descendants vivant avec le locataire depuis au moins d'1 an. Vous allez avoir les ascendants, concubins notoires, personnes à charge. Il y a d'autres tirés, mais je ne vais pas aller plus loin. Mais globalement, ce sont les personnes qui peuvent bénéficier de la transmission du contrat. Donc, avant d'aborder un petit peu plus en détail l'abandon de logement ou le décès, sachez tout de suite que ce n'est pas parce que vous rencontrez cette situation-là que vous pouvez récupérer le logement et passer à autre chose. Ce n'est pas aussi simple. Alors, le premier cas, l'abandon de logement. L'abandon de logement, qu'est-ce que c'est? Vous avez un locataire qui part à la cloche de bois, tout simplement. Ou en tous les cas, vous avez un locataire qui ne vous donne plus signe de vie et vous vous interrogez pour savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est un abandon? La Cour de cassation a été saisie de la question et a répondu, c'est un départ brusque et imprévisible. Ouvrez les guillemets. Voilà, c'est la définition de l'abandon du logement. L'abandon du logement entraîne une procédure qui est assez simple. Vous pouvez solliciter un huissier de justice. Vous allez voir un huissier, vous lui dites, écoutez, je n'ai plus de son de cloche de mon locataire, je n'ai plus forcément de règlement, le voisinage me dit qu'il est parti, je ne sais pas ce qui se passe. L'huissier va vous dire, très bien, je vais faire une sommation d'avoir à me justifier de l'occupation du logement. Donc l'huissier se déplace, tape à la porte, remet dans la boîte aux lettres au besoin un acte visant à sommer votre locataire dans le délai d'1 mois, c'est un délai légal, d'avoir à justifier de l'occupation du logement. Si le locataire ne justifie pas de l'occupation du logement dans ce délai légal d'1 mois, vous avez la possibilité, par la voie de votre conseil, de saisir le juge, non pas par voie d'assignation, c'est pas un procès en tant que tel, c'est par voie de requête, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Le juge reçoit votre requête, reçoit le procès-verbal de l'huissier avec la sommation, le fait qu'il n'y ait pas de réponse dans le délai d'1 mois, et rend une ordonnance visant à vous confirmer que le contrat effectivement est rompu par abandon du logement. Et au surplus, si vous n'avez aucune information sur un titulaire potentiel de la transmission du contrat, vous pouvez obtenir assez facilement et assez rapidement la rupture du bail. Ça, c'est l'abandon de logement. Alors, les questions qu'on nous pose très souvent, est-ce qu'une hospitalisation est un abandon de logement? Non. Non, hein, ça c'est non. Deuxième question, mais là c'est vrai qu'on se pose vraiment la question, est-ce qu'une incarcération est un abandon de logement? Alors ça prête à sourire, mais pas tant finalement. Alors, l'incarcération, la loi ne dit rien, les décrets ne disent rien, il n'y a aucune jurisprudence établie sur le territoire national. Vous allez prendre une cour d'appel à Lille, elle va dire autre chose que la cour d'appel de Bordeaux, qui va dire autre chose que la cour d'appel de Marseille, qui va dire encore autre chose que la cour d'appel de Paris. Certaines cours d'appel vont vous dire non, l'incarcération, c'est pas un abandon de logement. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la peine est purgée, votre locataire sort. Et votre locataire a la possibilité de rentrer chez lui et de récupérer ses personnels. Vous avez d'autres cours d'appel qui vont vous dire oui, c'est un abandon de logement. Pourquoi? Parce que, alors, ça répond à la définition du départ brusque et imprévisible, quoique imprévisible, on peut se poser la question. Mais vous ne savez pas, vous, propriétaire bailleur, quand le locataire va sortir. Et vous ne savez pas pourquoi il ou elle est incarcéré, parce que si vous posez la question à un officier de police judiciaire, on va vous répondre secret de l'instruction, tant qu'un jugement correctionnel ou autre n'est pas rendu. Donc, comme vous ne savez pas, ça peut s'apparenter à un abandon de logement. Alors, je ferme la parenthèse, mais vous voyez qu'on se pose quand même beaucoup de questions auxquelles la loi ne répond pas, donc il faut qu'on trouve des solutions par nous-mêmes. Voilà pour l'abandon de logement. Pour le décès, alors là je pourrais en parler pendant des heures, juste pour vous indiquer que là encore le décès n'entraîne pas la fin du bail, parce qu'il peut y avoir des héritiers, des personnes qui peuvent reprendre à leur compte le contrat de location. Donc, lorsque vous avez un décès, il y a plusieurs possibilités. Vous êtes informé par des membres de la famille, c'est possible. Vous êtes informé par un officier de police judiciaire ou vous êtes informé par les pompiers, c'est possible aussi. La première des réactions à avoir est de savoir s'il y a potentiellement des membres de la famille qui peuvent être héritiers. Parce que dans ces cas-là, ça veut dire que d'emblée, vous savez qu'il existe des personnes qui peuvent potentiellement reprendre le contrat de location. Donc,
la première des choses à faire est de prendre attache potentiellement avec les membres de la famille ou avec des héritiers potentiels et de savoir si un notaire va être en charge de la succession. Et de savoir si oui ou non, quelqu'un va vouloir récupérer le contrat de location ou pas. Et si personne ne le souhaite, il faut que vous ayez un écrit le plus rapidement possible, signé par les potentiels héritiers, visant à dire que personne ne veut continuer le contrat de location, que oui, les biens restant encore sur place vont être enlevés, ou alors que si ce sont des biens sans valeur marchande, vous pouvez en disposer, ça peut arriver. Et dans ces cas-là, par l'intermédiaire d'un huissier, effectivement, vous pouvez récupérer votre logement, vous pouvez changer la serrure, et vous pouvez passer à autre chose. Mais ce soir, notez bien, et c'est l'information la plus importante, ce n'est pas parce que vous avez un abandon de logement ou un décès que le contrat se termine. Les conditions financières du contrat. D'abord, le loyer. Là, ça va être assez rapide. Gardez en tête, à aujourd'hui, 28 février 2023, à Tours, que vous avez la possibilité, dans le cadre d'un nouveau contrat, de fixer le loyer que vous voulez. Il n'y a aucune obligation, encadrement, interdiction. Là, vous êtes sur l'offre et la demande, et le fait que vous essayez de fixer un loyer qui soit suffisamment attractif. Mais vous n'avez aucune interdiction particulière pour le moment. Après, dans le cadre du contrat, vous avez des mécanismes qu'on connaît bien, le mécanisme de révision du montant du loyer, avec une clause d'indexation, vous faites jouer le jeu des indices, enfin tout ça, vous êtes là encore rompu à l'exercice, il n'y a pas de difficulté. Notez simplement que la prescription applicable pour la révision du loyer, 1 an. Si au bout d'1 an, vous ne l'avez toujours pas faite, cette révision, vous serez prescrit et vous ne pourrez plus la faire. Tout va bien jusque-là? Même pas l'année d'après. 1 an maximum. Il ne faut pas dépasser le délai d'1 an, sinon effectivement, vous êtes prescrit et vous ne pourrez plus faire cette révision-là. Vous aurez perdu une révision. Au-delà du loyer, alors là encore je répondrai à vos questions après. Au-delà du loyer, la répartition des charges. Vous avez dans le cadre de votre contrat des charges récupérables, accessoires au loyer, c'est l'article 23 de la loi. Là encore, ce sont des dispositions qui sont d'ordre public, s'agissant des charges et de la récupération des charges, ce qui signifie, important à noter, que si vous prévoyez un mécanisme de régularisation ou de récupération de charges qui ne correspond pas à la loi, vous prenez le risque que votre mécanisme soit annulé purement et simplement par le juge. Puisque justement, les dispositions de la loi sont d'ordre public. Et la difficulté avec la notion d'ordre public, c'est que votre clause va être réputée non écrite, et donc il y a l'imprescriptibilité des clauses réputées non écrites, c'est-à-dire que votre locataire, même s'il se réveille 10 ans plus tard, a toujours la possibilité de dire à un juge « ce mécanisme de régularisation des charges est contraire à l'ordre public de la loi, on annule ». Et là, dans ces cas-là, vous allez avoir une annulation sur plusieurs années antérieures. Donc, gardez à l'esprit qu'il est important de respecter effectivement le mécanisme légal. La détermination des charges, ça c'est assez simple, hein. On a un décret, le décret d'août 87. Décret d'août 87 qui, de vous à moi, est obsolète presque quand même aujourd'hui. Il nécessiterait quand même une réécriture. On en a parlé à l'UNPI au niveau national. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez refacturer à votre locataire que ce qui figure dans ce décret. Si vous êtes en dehors du décret, vous ne pouvez pas. Or, le décret ne prévoit pas tout. Je prends un exemple type, parce que là encore c'était de 87, donc en 87, on n'avait pas forcément imaginé tout ce qui peut exister comme situation aujourd'hui. Exemple type, il y en a des milliers. Vous avez un logement dans un immeuble collectif. Vous avez une toiture terrasse. Peut-être que ça peut vous concerner. La toiture terrasse est végétalisée. Bon. Vous avez un entretien pour cette toiture terrasse. Eh bien, l'entretien des espaces verts sur une toiture végétalisée, par exemple, n'est pas mentionné dans le décret de 87. Potentiellement, on ne peut pas le refacturer au locataire. Donc la quote-part, ce sera une quote-part propriétaire que vous devrez prendre en charge. Je vous donne cet exemple. Il y en a d'autres. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, le décret de 87 nécessiterait en tous les cas, à mon sens, d'être complété aujourd'hui par des situations qui existent en 2023, mais qui n'existaient pas à l'époque.
Sur le régime juridique des charges, là on est au même niveau que le loyer. Non-paiement des charges, ça peut entraîner une rupture du contrat de location, comme le loyer. Les clauses résolutoires visent bien évidemment le paiement des charges, comme le loyer. Le dépôt de garantie va couvrir le montant des charges, comme le montant du loyer. Les actions en paiement du loyer se prescrivent de la même manière que les actions en paiement des charges. 3 ans. Vous savez aujourd'hui que la prescription applicable aux baux d'habitation, c'est 3 ans. Contrairement aux baux commerciaux, où là on a une prescription de 2 ans, mais qui ne porte que sur certains types de contentieux, parce que sinon c'est la prescription classique de 5 ans, en bail d'habitation, c'est entre guillemets plus simple, c'est 3 ans pour tout. Si vous avez connaissance que vous pouvez agir contre votre locataire pour n'importe quelle raison liée au contrat de bail d'habitation, mais que vous ne le faites pas pendant 3 ans, vous n'aurez plus la possibilité de le faire après. Donc il faut être quand même relativement réactif. Toujours au niveau des charges, les forfaits sont interdits, sauf colocation, sauf logement meublé. Sinon, vous devez faire une régularisation au réel des charges réglées par votre locataire. Donc là encore, la régularisation, vous connaissez, elle doit être au moins annuelle. 1 mois avant la régularisation, vous prévenez votre locataire, vous envoyez tous les justificatifs. Vous devez laisser à votre locataire la possibilité de pouvoir consulter des justificatifs complémentaires pendant une durée de 6 mois. Vous n'avez pas l'obligation d'en faire une copie et de l'envoyer à votre locataire, mais vous avez l'obligation de laisser votre locataire la possibilité de pouvoir les consulter. Et dans le cadre de la régularisation, il faut être bien évidemment le plus clair possible. Et il faut entourer les montants sur les justificatifs, les surligner, enfin faire quelque chose qui soit lisible, non pas forcément par votre locataire simplement, mais par un juge, là encore, qui pourrait être ultérieurement saisi. Si vous ne faites pas la régularisation annuellement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous perdez la possibilité de faire cette régularisation? Non, vous avez toujours la possibilité de faire cette régularisation, même tardivement. Exemple type, vous avez un contentieux avec un locataire et vous vous rendez compte qu'effectivement les régularisations n'ont pas été faites sur une période de 5 ans, par exemple. Vous avez la possibilité, même devant le juge, au dernier moment, de faire cette régularisation sur les 5 ans en question. Pourquoi? Parce que le but est de pouvoir effectivement faire en sorte que le locataire paye ce qu'il doit. Donc la régularisation des charges est toujours possible. En revanche, c'est la seule sanction entre guillemets qui existe. Votre locataire aurait la possibilité de demander au juge des dommages et intérêts qui pourraient potentiellement se compenser avec le montant que vous allez demander, parce que votre locataire va dire que il va devoir sortir en trésorerie entre guillemets un montant plus important à un moment donné que lissé sur plusieurs années. Et le juge peut très bien dire oui, effectivement, je considère que là réside votre préjudice, je vais vous accorder, je dis totalement au hasard, 200 €, 300 €, 400 € qui vont se compenser avec le montant de la régularisation que vous avez demandé au dernier moment. Donc, notez tout de même que la régularisation doit être faite chaque année et ne loupez pas le coche. J'avance. Les garanties que vous pouvez prendre, dépôt de garantie, cautionnement. Essentiel, très important. Dépôt de garantie, bon, c'est assez simple, 1 mois de loyer. Le dépôt de garantie couvre, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les loyers, les charges. Bien évidemment, votre locataire n'a pas la possibilité de s'abstenir de payer votre dernier loyer pour essayer de compenser son dépôt de garantie, on est bien d'accord. Si vous êtes dans un immeuble collectif en copropriété, vous avez la possibilité de retenir 20% du dépôt de garantie dans l'attente de la reddition des comptes de la copropriété, parce que vous allez être contraint d'attendre cette reddition pour pouvoir faire votre décompte de fin de location. Décompte de fin de location, on en reparlera dans un atelier postérieur, mais là encore, il faut être extrêmement précis. Mais donc, 1 mois de loyer pour le dépôt de garantie. Il y a toujours une sanction si vous faites un décompte de fin de location tardif, si vous ne respectez pas le fait de devoir le restituer en fin de location, c'est effectivement 10% du dépôt de garantie à chaque mois commencé. Ça, on en reparlera dans un atelier ultérieur.
Au-delà du dépôt de garantie, le cautionnement. Le fait d'avoir un garant. Le cautionnement, bien évidemment, existe toujours. Chose favorable pour le propriétaire bailleur, pour une fois, vous savez que la fameuse mention manuscrite a disparu, donc on n'a plus l'obligation de passer 45 minutes à rédiger 2, 3, 4 feuillets. Heureusement, il faut simplement aujourd'hui que la caution ait connaissance de l'ampleur de son engagement, c'est-à-dire le montant du loyer, la durée du contrat. Ça peut être un acte dactylographié, c'est tout à fait possible. Il faut simplement que la caution signe, date ce document. Là encore, je rebondis sur mon propos liminaire. Si vous n'avez pas la possibilité d'être en face de la caution, là j'insiste, faites attester la signature en mairie par un huissier de justice. Ça évite au stade du contentieux qu'une caution dise « Mais attendez, en fait, c'est pas ma signature, c'est le locataire qui l'a imité, donc moi, je ne suis pas tenu. » Parce que ça vous fait perdre potentiellement le bénéfice du cautionnement. Le cautionnement n'est pas possible si vous avez souscrit une garantie loyer impayé. N'oubliez pas ce point, on ne peut pas cumuler. Certaines personnes dans la sphère publique peuvent cumuler. Les propriétaires n'ont pas la possibilité de cumuler un contrat d'assurance et un cautionnement. Donc, notez-le, c'est important parce que ça arrive en contentieux qu'on se rende compte d'un cumul, vous allez perdre le cautionnement, parce que le cautionnement est nul, et en plus, si vous avez une difficulté avec votre assureur, parce qu'en réalité, vous n'avez pas constitué le dossier comme il aurait fallu, ou alors vous avez fait une déclaration de sinistre auprès de votre assureur tardive, et vous n'avez pas donné tous les éléments, vous allez avoir une clause d'exclusion, et en plus, vous allez perdre le cautionnement. Donc, il faut être quand même très vigilant, et ne pas cumuler, ou en tous les cas, si vous avez une garantie loyer impayé, être bien certain de respecter les conditions de votre garantie pour éviter une exclusion. Voilà en tous les cas pour le cautionnement. Un point important que je voulais aborder avec vous ce soir également, c'est la remise du contrat de bail. Dans le cadre du cautionnement, c'est posé la question de savoir si, lorsque la caution signe son engagement, la caution doit avoir le contrat de bail signé. La réponse est que la caution doit avoir un exemplaire du contrat, mais ce n'est pas forcément le contrat signé en tant que tel. Le contrat signé en tant que tel peut être fait a posteriori. Il faut que ce soit en tous les cas le projet de contrat de bail qu'il faut remettre à la caution, pour que la caution ait une connaissance pleine et entière de son engagement. Mais la signature du bail a posteriori est tout à fait possible. La durée du cautionnement, deux possibilités, durée indéterminée, durée déterminée. Les deux sont possibles. La durée indéterminée n'est pas une bonne option. Pourquoi? Parce que si la durée est indéterminée, la caution peut rompre son engagement à tout moment. Donc ce n'est pas favorable pour vous. Le plus favorable est d'avoir une durée déterminée. Et donc, c'est là la raison pour laquelle vous avez dans les engagements de caution cette fameuse phrase qu'on a toujours du mal à comprendre et qu'on lit 3 fois, à savoir que l'engagement de caution va durer la durée initiale du contrat, c'est-à-dire 3 ans, plus potentiellement 1 ou 2 tacites reconductions, c'est-à-dire l'engagement va durer 3 ans, 6 ans, 9 ans. Mais en règle générale, on ne va pas plus loin. Donc, si vous avez un acte de caution qui est au-delà de 9 ans, potentiellement, si vous avez des impayés, vous allez pouvoir vous retourner contre le locataire, mais pas forcément contre la caution, parce que son engagement aura expiré. Donc si vous avez un engagement de caution de 9 ans, et que vous arrivez au terme de cet engagement de caution, tâchez, si possible, de faire signer un nouvel acte de caution, si bien évidemment la caution est toujours là. Mais tâchez en tout cas de bien noter la durée de l'engagement de caution, c'est important. La caution va vous régler potentiellement tout ce que le locataire ne règle pas, loyer, charges, dégradation locative. Lorsque l'on a un contentieux, la caution est toujours appelée, elle a le commandement de payer visant la clause résolutoire en dénonce, et peut être assignée devant le juge. Pour la colocation, n'oubliez pas, lorsque vous avez une colocation, la caution doit s'engager pour une personne déterminée. Il faut que le prénom, le nom, soit clairement indiqué dans l'acte de caution, et la solidarité va s'éteindre, soit lorsque un des colocataires s'en va et qu'une nouvelle personne arrive, donc au jour où la nouvelle personne arrive, la caution est dégagée, soit si jamais il n'y a pas de nouvelle personne arrivant,
au-delà d'un délai de 6 mois du départ du colocataire qui est couvert par la caution en question. Donc notez ce délai de 6 mois pour la colocation. J'arrive aux droits et aux obligations des parties, j'ai déjà donné beaucoup d'informations, mais j'en terminerai par les droits et les obligations des parties, et après nous aurons effectivement d'autres ateliers. Ce que je voulais simplement vous indiquer, ce sont les obligations du propriétaire bailleur et les obligations du locataire, de manière assez, là encore, synthétique. Je vais commencer par les obligations du bailleur parce qu'elles sont plus nombreuses. C'est toujours mieux de commencer comme ça. Les obligations du propriétaire bailleur. Obligation numéro 1. Obligation de délivrance. Ça, ce mot, on l'entend très souvent. Par l'effet du contrat, mais par aussi l'effet de la loi. Vous avez l'obligation de délivrer à votre locataire, tout au long de la durée du contrat, un logement apte à servir à l'habitation, à la destination contractuelle du contrat. Ça veut dire un logement qui n'a aucun risque portant à la sécurité de votre locataire, sécurité physique, aucun risque à la santé, et un logement qui ne soit pas indécent. Bien évidemment, puisque ça rentre dans le cadre de l'obligation de délivrance. Dans le cadre de la décence, le décret de 2002, là vous connaissez, pas de problème d'insalubrité, pas de problème d'économie d'énergie, parce que justement c'était le sujet initial de mon introduction, le DPE. Donc vous avez l'obligation de fournir à votre locataire un logement décent. Donc en cours de bail, on peut effectivement avoir cette problématique de décence qui fait l'objet d'un débat, notamment devant un juge au besoin, avec des rapports qui peuvent être rendus visant à dire que vous avez des menuiseries extérieures qui peuvent être infiltrantes à l'eau. Oui mais non, c'est pas de notre faute parce qu'en réalité les menuiseries sont très bien, donc l'humidité qu'on peut avoir dans le logement, c'est pas lié aux menuiseries dont le propriétaire pourrait être responsable, c'est lié au fait que les bouches d'extraction de VMC ont été bouchées par le locataire, mais que bien évidemment le locataire ne nous a rien dit, etc., etc. Voilà le type de sujet dont on a à débattre lorsque l'on a une problématique sur la décence. Alors ça touche tout, ça peut toucher effectivement la porte d'entrée, les menuiseries extérieures, ça peut toucher l'humidité dans les pièces principales, la ventilation, l'éclairage, voilà, donc beaucoup d'éléments sur lesquels on est amené à vous aider si vous avez une réclamation de la part de votre preneur. Si votre logement est considéré comme indécent, je l'ai indiqué tout à l'heure, quelle est la potentielle sanction? Eh bien, c'est simplement qu'un juge peut vous contraindre à effectuer des travaux. Et pendant ce temps-là, on peut avoir effectivement une diminution de loyer tant que les travaux ne sont pas effectués. Délivrance. Deuxième obligation, obligation de jouissance paisible. Vous n'avez pas la possibilité de troubler la jouissance de votre locataire par votre fait personnel. Bon, oserais-je dire, ça arrive assez peu, voire quasiment jamais. En revanche, entre parenthèses, il y a une situation qui peut arriver, et ça il faut quand même faire attention, dans les immeubles collectifs, dans les copropriétés où vous pouvez copropriété même, dans les immeubles où vous êtes propriétaire de la totalité de l'immeuble aussi d'ailleurs, mais que vous pouvez donner plusieurs logements en location à des locataires différents. Dans cette hypothèse-là, si vous avez un de vos locataires qui trouble la jouissance d'un autre de vos locataires, vous êtes potentiellement responsable, parce que vous êtes propriétaire des deux. Donc, vous devez rappeler à vos deux locataires, ou en tout cas à celui ou celle qui pose difficulté, qu'il ne faut pas troubler la jouissance de l'autre. Ça paraît anodin, mais effectivement, ce sont des cas que l'on rencontre assez souvent. Donc, obligation de délivrance, obligation de jouissance paisible. J'en terminerai avec l'obligation d'entretien et de réparation. Le propriétaire bailleur a aussi une obligation d'entretien et de réparation pour tout ce qui ne concerne pas l'entretien locatif. Les réparations locatives sont là encore visées par décret, mais tout ce qui ne concerne pas les réparations et l'entretien que le locataire doit prendre en charge, le menu entretien, les menus réparations, c'est au propriétaire d'intervenir. Bon, globalement, le clos et le couvert. Ça va être globalement cela. Et n'oubliez pas que cette obligation d'entretien et de réparation vous incombe. Il y a des exemples types. Changer un volet, par exemple. Ce n'est pas le locataire, ça va être effectivement le propriétaire. Réparer un conduit d'évacuation, ça ne va pas être le locataire, ça va être le propriétaire.
Tout ce qui concerne par exemple l'éradication des nuisibles, les termites, ça va être le propriétaire. Bon, sauf à partir du moment où vous avez la démonstration que c'est bien votre locataire qui en est à l'origine. Hein. Je pense notamment à certains dossiers qu'on a eu à connaître sur les punaises de lit ou autre chose. Bref, c'est joyeux comme contexte, mais cela existe. Les obligations du locataire, et j'en aurais terminé, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là, j'espère que je n'ai pas été trop long. Obligations du locataire, elles sont moins nombreuses, mais il y en a quand même. Obligations de paiement. Il faut le rappeler parce qu'on a quand même des impayés assez fréquents. Loyer, charges, taxes, tous les accessoires. Assurance contre les risques locatifs. Chaque année, on insiste, chaque année, soyez vigilants. Chaque année, il faut demander une attestation d'assurance. Alors, on ne peut pas demander l'acquis des primes. On ne peut pas demander confirmation à votre locataire qu'il règle bien sa compagnie d'assurance, mais on a au moins l'attestation d'assurance. Demandez-la chaque année, c'est important. La jouissance paisible, j'en ai parlé. La destination des lieux, on en a parlé. Le locataire a l'obligation, là encore, de prendre en charge les menus réparations, les menus entretiens, qui sont visés, là encore, au décret d'août 1987. Par principe, tout ce qui concerne la vétusté, les cas fortuits, ce n'est pas le locataire, c'est le propriétaire. Mais là encore, on a toujours des débats pour savoir si c'est vraiment de la vétusté ou si c'est un manque d'entretien qui, avec le temps, a nécessité un remplacement, pour les éléments d'équipement par exemple. Donc là, ça fait partie des débats que l'on peut avoir, mais en tous les cas, ce décret d'août 87 est toujours d'actualité. En ce qui concerne l'entretien et les éventuelles réparations, vos locataires sont toujours présumés responsables de toutes les dégradations qui surviennent durant la période de location. C'est une présomption de responsabilité. Donc il revient à votre locataire de démontrer qu'il n'est pas responsable d'une panne du chauffe-eau, de ballon d'eau chaude, d'un radiateur ou autre. Mais il y a une présomption qui joue en votre faveur. Et le dernier point, et j'en aurai terminé, les éventuels travaux et aménagements que votre locataire peut faire dans les lieux. Alors, il faut savoir que les aménagements, qui sont en réalité des aménagements de confort, clairement, qui n'affectent pas la structure de votre logement, vous n'avez pas la possibilité de vous y opposer. Il faut savoir que pour tous les aménagements, un locataire devra vous restituer les lieux en bon état de préparation locative, mais vous n'avez pas pour des aménagements la possibilité de pouvoir vous y opposer. Tout ce qui concerne l'esthétique, normalement, vous n'avez pas la possibilité de vous y opposer. Exemple type, les couleurs sur les murs. Pourquoi ? Parce que vous avez la possibilité de demander à votre locataire de remettre les lieux en l'état au départ. Bon, bien évidemment, sur le papier, c'est facile à écrire. Pour un législateur, c'est facile pour moi à vous le dire ce soir. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué, vous le savez bien. Mais sachez en tous les cas, de manière générale, que pour tout ce qui concerne les aménagements, normalement, le propriétaire bailleur n'a pas réellement son mot à dire. En revanche, les modifications de structure, bon, là, il est bien évident que vous avez votre mot à dire et qu'aucune modification structurelle, aucun percement, aucun changement de distribution ne peut être fait, aucune modification des éléments d'équipement non plus, sans votre accord. Et, là j'en terminerai définitivement là, vous avez la possibilité à la sortie de demander une remise en état, ou en tous les cas de demander des indemnités si jamais effectivement il y a des dégradations, ou si jamais il n'y a pas de remise en état d'éléments modifiés en cours de location. Voilà pour ce soir. J'espère que je n'ai pas été trop long. Bien évidemment, nous nous reverrons pour la suite, parce que là, j'arrête le curseur chronologique à la signature du contrat et aux obligations de chacun. Mais bientôt, il va falloir qu'on voit la suite jusqu'à la rupture du contrat de location. Je vous remercie en tous les cas pour votre écoute. Et bien évidemment, je reste à votre disposition là pour échanger maintenant si vous avez des questions. Bon, sachez bien sûr, comme toujours, que je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, ou en tous les cas, si jamais vous avez des situations très personnelles, n'hésitez pas à venir nous voir à l'issue de la réunion de ce soir.